vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, cette journée nationale d'hommage aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité, célébrée ce jour dans ce chapiteau de la Cité de l'Union africaine, en présence de plusieurs invités, nous citons l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs les membres du gouvernement, les représentants des confessions religieuses, les défenseurs des droits humains, ainsi que plusieurs autres invités, et ajouter à cela des victimes des violences. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le programme de la cérémonie d'aujourd'hui, Génocox, prévoit la projection d'un film documentaire sur les VBG, les violences basées sur les genres, suivi des témoignages des victimes, et puis l'interlude par la prestation du slammer Yekima, le mot de M. Lucien Lundula, directeur général Fonarev, l'allocution de M. Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, et enfin, votre discours, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous informons l'assistance qu'un cocktail sera servi aux invités. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous allons passer à la projection du film documentaire. Merci. C'était à 4 h du matin. Les Interahamwe ont fait irruption dans notre concession. Ils ont aussitôt égorgé mon mari. J'avais une grossesse de 8 mois. Ils m'ont enlevé et m'ont amené dans la forêt où ils m'ont violée à plusieurs. Après leur acte, ils se sont demandé quelle était la position du bébé dans mon ventre. Ils ont alors pris leur couteau. J'ai perdu connaissance et ils m'ont abandonné sur place. Plusieurs soldats m'ont attaché les pieds et les jambes pour ensuite me violer l'un après l'autre. Ils ont ensuite forcé mon propre père, sous la menace de leurs armes, à s'accoupler avec moi. Après, ils ont introduit dans mon vagin des morceaux de bois et les canons de leurs fusils. 2 hommes m'ont jeté à terre. L'un d'eux m'a arraché mon enfant et l'a jeté par terre, pendant que l'autre m'a violé. Les Interahamwe ont pénétré chez ma tante. Ils ont tué son mari, m'ont enlevé et m'ont emporté avec eux en forêt. J'avais 13 ans et j'étais la femme de 3 d'entre eux. 2 sportifs m'ont agressé la nuit alors que je me rendais à l'église. Après m'avoir violée à 2, l'un d'eux a introduit une bouteille de Fanta dans mon vagin. Horreur en République démocratique du Congo. La femme, la jeune fille, la petite fille et la mère congolaise vivent un enfer jusqu'ici jamais vécu. Je vis à Ruchuru. Je suis victime de violences sexuelles. Je viens du Kassai central. Je suis une victime de la milice Kamena Sankou. Je vis à Gabon, je suis civile. Je vis à Minova. Je suis victime de violences sexuelles. Mwana na ngai azalaki na zemi ekomia basoda nyonso 4 bakelanga Mema ngakapetakana un jour abuvite ya kamwena nsako basalai 2017 tumufumani mwene kwani mwitu baviole mwana na désordre kaka mobali oyo atamboli na mwana atamboli mpe na ngai basima nango nakomi na zebi mibali oyo nasukisaki mpenza bazalaki 13 baoyo nyonso wana batikalaki nayebaki lisusu te nzela ekomi monene na boti mwana akomisi 2 mois kufi
wana baba mibali balekaki nini ya ye kokufa. Basi mosusu baza bavictime ya azosauve peut-être mobali na ye mpo baboma ye te baviole ye famille ya mobali wana ebengani lisusu mwasi wana na ndako. Les groupes armés, quand ils rentrent dans le village, ils ont l'arme. Ils violent, non pas pour un plaisir de sexe, c'est un viol pour anéantir toute la communauté. Mais le summum du phénomène des violences sexuelles en RDC, c'est l'horreur qui accompagne souvent ces actes. Si on vous trouve nous-mêmes comme je suis ici, on commence à se couper petit à petit jusqu'à ce que ça va se terminer. Et puis au moins j'ai déjà, sans même griller, sans même préparer, au moins je sais que comme ça comme je suis. Si on te coupe la mamelle ici, on mange ça. Si on te coupe le sexe des femmes, on mange. C'est tellement catastrophique que, humainement parlant, on ne peut plus expliquer ça. J'ai vu des femmes qui marchent avec leur clitoris entre les mains à cause des violences sexuelles. Malgré les horreurs des viols passés et présents, l'espoir est aujourd'hui permis. Car la Constitution a inscrit la question des violences sexuelles dans ses articles 14 et 15 et la loi sur la répression des violences sexuelles est en voie d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Face à une situation si catastrophique, certaines ONG ont travaillé dans la discrétion et dans la peur pour lutter contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Avec les moyens du bord, elles ont encadré les victimes en leur fournissant des aides pour les besoins les plus urgents. Aide médicale, psychosociale, aide en nourriture et en habillement. Il ne suffit pas de s'arrêter seulement à une simple sensibilisation. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire travailler sur le plan judiciaire. Parce que tant qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité, on va continuer à vivre ces actes-là. Pour la victime, nous recherchons d'abord le droit. Le droit pour cette victime d'être indemnisée, c'est-à-dire de pouvoir voir l'auteur du viol traduit devant une juridiction. Une juridiction où on va faire la lumière autour de ce qui s'est passé, une juridiction qui va établir les faits, reconnaître la culpabilité du violeur et veiller à la réparation vis-à-vis de la victime. Dès qu'il y a une loi, cela veut dire qu'il y a aussi des sanctions. Il y a des conséquences. Donc nous pensons que cette loi va aider à freiner, à gérer, à bloquer, à maîtriser toutes les personnes qui pensent que les violences sexuelles peuvent les amener à gagner la guerre, les amener à conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, la Constitution de la République démocratique du Congo est parmi les premiers qui ont inscrit la parité. Pour nous déjà, c'est la première victoire que nous avons gagnée. Et là-dessus, nous avons mis en place tout un programme national de promotion de la femme dans la gouvernance démocratique. C'est dire que nous voulons appuyer, accompagner la femme, renforcer ses capacités pour que naturellement qu'elle puisse s'insérer dans les voies démocratiques de participation au pouvoir. En tant qu'électrice, elle l'est déjà 63%, mais également en tant que la personne élue qu'on doit élire pour arriver jusqu'à 50% de la parité. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau fondé sur des bases solides où l'impunité n'a plus sa place. Je tiens à remercier la Première Dame pour l'organisation de cette table ronde. La Première Dame, dans son combat en tant que championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, avait déjà participé par son plaidoyer à la signature de l'addendum au communiqué conjoint des Nations Unies RDC. Et dans cet addendum, il y a une série d'actions que le gouvernement devrait mettre en place pour prévenir et voire aussi prendre en charge les victimes de violences sexuelles issues des conflits. Et parmi les recommandations, il y a la mise en place d'un fonds national de réparation. C'est de là qu'est parti l'engagement de la Première Dame pour militer sur cette question. En mémoire de toutes ces victimes, nous vous prions très respectueusement de vous lever pour une minute de silence. Ma présence en ces lieux s'entend non seulement comme un devoir institutionnel, mais surtout un devoir sacré, citoyen et mémoriel, auquel rien ne pourrait y soustraire. Il y a beaucoup de victimes qui attendent ce travail. Chapitre 1, notion de préjudice. Article 29. Lorsque nous mettons en place ces genres de commissions, c'est les institutions de l'État qui se réunissent eux-mêmes. Mais on ne peut pas parler et se réunir, travailler pour les victimes, mais qui ne sont pas avec nous.
fallait l'implication de ces victimes, prendre en compte leur vécu. C'est sur base de leur vécu qu'on pouvait voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. La première question que nous posions aux gens, c'était de savoir quels sont les crimes graves. Je remercie également les experts qui ont bien voulu apporter leur contribution à ce travail pour que nous ayons une loi de qualité. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée nationale déclare recevable les projets de loi sous-mentionnés. En tant que survivante, nous sommes plus que fiers d'avoir un tel instrument dans notre pays qui, sans doute, aidera à réprimer les violences et protéger plus que jamais nos populations contre la résurgence de telles atrocités. La promulgation de cette loi est pour moi une raison de croire à l'avènement des Congos sans violence sexuelle. elle me donne la force de continuer ma lutte. À présent, nous allons passer à cette étape de témoignage. Nous avons pris un échantillon d'une dame et un homme. Nous invitons la dame, premièrement. Elle va s'exprimer en Chiluba, mais il y aura une femme qui va la traduire. Merci. Elle est en train de vous saluer. Bonjour à tout le monde. Muntu yonsu tuni matu kwenda moyo. Muntu yonsu ujiwende ujini histoire. Wende wa movie wende. Chacun d'entre nous qui marche a une histoire dans sa vie. Kajuani histoire ujumuika la mubibikola. Mon histoire est très mauvaise. Mvubyani mumanyeni pabuloba kumatu kwa nyamoi ningi kala ni vi wajitalala wajisanga kaji kimbilo kupita na kuto. J'ai pensé que sur cette terre j'aurais une vie de paix, mais malheureusement c'est pas ce que j'attendais dans ma vie. Mais majina jani Adrienne Kaseka. Mon nom c'est Adrienne Kaseka. Oui. Nji mwenzile chinyangu muchidimu cha Binounou Bibidji, c'est-à-dire 2016. Je suis survivante depuis 2007. Moi, affrontement à Kamwena Sabou, ni Basalai, dans le conflit entre Kamwena Sabou et les militaires. Le 22 septembre 2016, tu vas somba. Le 22 décembre 2016, on était assis depuis longtemps au Kassai central. On n'a jamais suivi les cris de armes. Toi, qu'on va bien, on m'a dit là, comme à 9h du matin. Toi, qu'on va récupérer, toi, qu'on récupérer, mon calas. Arrivé 15h, c'était terrible. Depuis 9h, il y a eu des rétancissements de balles. On est allé récupérer les enfants à l'école, mais à 15h, c'était terrible. Quartier quand vous sommes là, côté Wachipalu Mamukuna, Mamulomboji. Bakwata bantu baluma bons ba mu quartier. Balokukwata kabijibana bons ba mu quartier parce que milice vous pichila mukam. On est arrivé dans notre quartier de Moulomboji, on a arrêté tous nos maris et tous les enfants parce que la milice traversait notre quartier. Pas tout fait 19h, de tout maman na kushala nkayetu. Bingoma bya kujila to bya kutalala. Nous sommes arrivés à 19h, on était restés sur le pas. Les ballons ont retenti, après ça s'est calmé. Vers 19h, kujimuka jimwena mutumba nani
Mungo moye kulela wa leji mwana sur place. Ni mala ni bionso chivuni mushindwa chena mumbimani makwenze mbali chena mungangata. Ngaku bikongoloja bionso ni mwana toi inenda ku centre ujipa bwipa mane toi ba kukweka mu village tubuluku. À 19h, il y avait une voisine qui avait des douleurs d'affrontement. Alors comme moi je ne suis pas corps soignant, je l'ai quand même aidée, elle a mis au monde, on a pris tous les intestins, tout ce qu'il y avait autour de la femme, je l'ai amenée à un centre de santé. Mvubi bikala boba buni ni bingo mabinga kwangata mwakunyani wabaluma mwakunyani wabakaji bani baye banga accompagner ni ku centre kati pato tufika munjila bijibianze kambi achana. En allant au centre, comme j'avais peur, j'ai pris mes deux frères pour m'amener, mais ce qui est arrivé en cours de route, c'était pas bon. Toi kusanyila ni groupe wa basalai ni bébé au ni ma placenta bionso basalai bakutu imani kanunu ya pen babumbukila mu village watu bulukwa bala wabanda bani baye ku kuchipala. Nous nous sommes rencontrés avec le militaire, nous avions des placentas avec l'enfant et les militaires nous ont arrêtés. On nous a demandé d'enlever les habits. Alors quand les militaires nous ont commencé à forcer pour abuser de nous, moi j'ai refusé, après on m'a cassé le bras. On a commencé à me tabasser et sur mon corps il y a beaucoup de cicatrices. Et puis machi aenda patuka kimba tenir compte wa machi na bébé utu bangula na shamuka jugumulela ni machi ni bionso kimba tenir wa habito. Malgré ça, il y avait beaucoup de mouvements de sang, mais ils n'ont pas tenu compte de tout ça, ils étaient en train de nous tabasser. On a commencé à s'abuser de nous. On m'a violé par 4 hommes et on est allé aussi violer ma jeune sœur. On ne m'a pas seulement violé seul, on a violé aussi mon jeune frère par derrière. On a commencé à violer aussi la dame qui avait mis au monde malgré le sang. On a violé quand même. On a commencé à crier, il y avait personne pour venir nous soutenir. Sur place, sur place, la maman était morte. Je suis orpheline depuis mon bas âge. Kote wa Lungandu mubujimi ya mobali wa mukumi. Elle est aidée par une dame qui était partie aussi au champ. Arrivée au champ, on a violé aussi la dame. Son jeune frère, on l'a décapité. Qui venait juste après moi. C'est son jeune frère qu'on avait décapité. Par rapport tu vous m'avez ni bichadi là plutôt parce que voilà vous venez de bundu par contre là le maman moi il faut me vous baba kwata ba kwamba kata no makwangata mukaji umana kwenda to selon ba nkambo babu. Après, comme on avait déjà arrêté les hommes, quand on les a libérés, ils sont rentrés. Ils ont dit, chez nous, dans la coutume, on ne peut pas vivre avec les filles ou les femmes qui connaissent le corps d'autres hommes. Et on l'a répété.
Je me suis supplié auprès de Marie, j'ai payé même les chèvres. 5 heures du matin. On m'a enlevé les habits, selon notre coutume, à 5 heures du matin. On a commencé à me fouetter. On a commencé à me fouetter par les vieilles dames du village, de notre quartier, tôt le matin, parce que c'est notre coutume. Mais malgré ça, muntu munu makimulo kunanga tochalo kumupesha mutima mukola bamana kunyanga kaja kabijinangu kana mulanu kuitaba bakulo kunteka to. Malgré tous ces rituels traditionnels, mon mari n'a pas su supporter, il m'a abandonné. Bakubenga moyo wenda kushima ngakolo kushala mpinje nditangi ndisana na chini kwa kwele dinu chini kwa kwele dikala ndokushala ni jifu tufutende tuchina mwana jifu njejende jijunda jifu jijende jijunda ndimushala ni mwana chanu mmani mwaku distinguer tatwenda kaeta ndimushala ni mwana na. Malgré que mon mari ne m'a pas laissé dans son toit conjugal, j'étais restée grosse. Après, j'ai mis au monde, mais je ne sais pas distinguer le père de mon enfant. Et par après, quand teni wabundu bujibutu fikila bundu baku ni batano uma wakufa hypertension bani famille wetu jumikala modi bachimbi anukubi bitwenzekela parce que kachi kuchibangi julu kachi kubwana kufuchi kondi chiko chabasalaye ba afidele babwela mukana babantu maninyo kumaye tumuyo kupeta kananga na kabichi ni viol mwezi wa 14. Alors son jeune frère était mort et c'était pas sa première souffrance. À 14 ans, quand il y avait l'entrée de FDL, elle était encore victime de viol par les gens de AFDL quand elle allait à la source puiser de l'eau. Malheureusement, il faut dire tout le développer. Alors quand la grossesse s'est développée, ce n'était pas dans le plan CETA. Alors j'étais partie voir le corps soignant pour voir comment on pouvait faire l'avortement. Avortement. Kaji mabungu musombela mena uvuba ngangate mena charge yakula bikolo nkanji mwikalana bapenda kujibantu bonse kabibika la bimpato chituma kulu atata lonkulu numputo balme mwenda kakese njinsenye mwenda kakese njinsenye ndimulu kushala ni defo wani kamu ni mshi. Elle dit que, telle qu'elle est là, elle a un défaut. Elle ne peut pas porter des talons. Et lorsqu'elle fait beaucoup de mouvements, elle saigne à tout moment. Même qui me voit ambulance bwani yikala muntu mukajito wa même subir bien sûr vite du mu subir viol umisangu isato umunganga ta charge bu père adopté. Elle est en train de se dire que elle dit que elle est en train de se poser la question pourquoi elle est née femme, pourquoi elle avait cette malchance, parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a commis comme viol, elle a été victime de viol par son père adoptif. Ndimulo kupeta ku
grâce au mouvement Waba Survivante. Alors elle dit que le fait d'être forte et venir devant vous parler comme ça, c'est grâce au mouvement des survivantes. Pas du mouvement Waba Survivante, tout le monde 2019. Quand le mouvement est arrivé au Kassai en 2019, c'est pourquoi Madame Tati, Napoline Pierson, fortifié l'école. Quand le mouvement est arrivé, quand Madame Tatiana, elle est arrivée, elle m'a identifié, elle m'a renforcé, elle a dit que tu ne peux pas reculer et tu seras là pour parler aussi au nom des autres. Quand nous sommes solo là-bas, je suis devenue forte et tel que vous me voyez, je commence aussi à sensibiliser d'autres femmes qui sont comme moi. Que la justice soit faite. Je ne suis pas venue pour vous faire pleurer, mais je suis venue ici pour réclamer la justice. Je demande au président de la République de nous aider pour que la justice soit faite et les réparations pour d'autres victimes. Merci beaucoup. Merci. Vraiment une histoire pathétique. Nous avons invité l'autre victime, c'est un homme. Il va bientôt parler. Merci. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça, ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer monsieur, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grouyabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Djougou, collectivité chefferie de Bayama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 h du matin. Moi, je dormais encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. De son retour de la source, j'ai écouté les crépitements des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la main de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 h du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi. Alors moi, j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi, j'ai été obligé, par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort, que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non,
Ne posez pas de telles questions à ces messieurs. Exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère. Il y a un monsieur à machette qui a coupé et payé la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu époli. Il est devenu époli avec moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Côte d'Éco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors il y a un petit garçon là à Côte d'Éco, à Saya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé s'il pouvait venir jusqu'à Bougna. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Côte d'Éco à Saya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blouba. Puis il récupère Blouba en intégrité. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Blouba avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé d'âge et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui attaquer ces déplacés du site qui gosse à Bougna, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puis moi je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bougna. Puis mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi je serai un homme de la rue. Alors moi j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même au chef de l'État. Nous allons passer actuellement à l'interlude du clameur Yekima sur cette même situation. Voilà. Juste après pour la suite donc de cette cérémonie officielle de la journée nationale dédiée aux victimes. Génocoste.
Génocoste, génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ces millions de morts des 98 à ce jour, ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer nos morts dans nos quotidiens mémoriels. Si génocide et coups sont ici ainsi combinés, c'est pour préciser la nature économique du génocide en RDC. Cette guerre incessante qui lui est uniquement imposée, et déjà bien avant l'indépendance, elle était une terre ardemment convoitée. Le premier génocide est perpétré lors du règne du roi Léopold II. L'exploitation violente du caoutchouc, occasion des crimes odieux. Les ressources naturelles infligent au peuple un massacre, un côté sombre de notre histoire volontairement gommé. Et dans nos livres d'histoire, ils ont tronqué ce récit macabre que la conscience collective soit tordue, bornée et étriquée. Mais l'histoire nous reviendra toujours tel un boomerang. Et si on méprise notre passé et on fait fi du devoir de mémoire, on fait alors revenir la pellicule du film au début de la bande, contraints à revivre les mêmes scènes, les mêmes déboires. Ainsi, un siècle plus tard, survient le deuxième génocide. Les mêmes causes produisant les mêmes effets populicides. L'exploitation des ressources du sous-sol devient un vaste tombeau. On est le 2 août 98. Et c'est les débuts de la deuxième guerre du Congo. Aussi qualifiée de guerre mondiale africaine, à cause d'innombrables vies fauchées par cette guerre d'agression, qui utilise le viol comme arme de guerre sans gêne, des cycles de conflits effroyables qu'ont la terreur comme vocation. Mais ce jour, 2 août, traduit au-delà d'un aspect simplement mnémonique, le désir fougueux de sortir le pays de cette crise endémique. Tout en méditant sur ces atrocités que le monde doit garder en souvenir. Et en se réappropriant notre histoire, afin de fièrement saluer l'avenir. Alors, merci. Merci au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation, pour l'initiative d'organiser cette journée de commémoration, placée sous le signe du pardon et d'un nouvel élan. Un soutien aux victimes des conflits tel un immanquable engagement. Merci à la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour son implication remarquable, qui a conforté l'idée de faire de cette date un jour mémorable. Merci à CAIP, qui a mis en place ce dispositif pour que le génocide congolais ait une date commémorative, pour l'excuse mémorielle, mais aussi symbolique, qui réconcilie et vers un avenir meilleur nous indique. Un geste de respect pour rendre hommage à tous nos morts dans la longue histoire des conflits du Congo. Génocoste pour inciter à réparer les dommages causés par une guerre d'agression
qui a mis le pays dans des lents sanglots. Accompagner les victimes dans leur combat pour la justice et la consolidation de la paix. Leur rappeler qu'elles ne seront plus jamais seules, en tout cas, dans ce processus pour recouvrer leur dignité. Génocide. Génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ces millions de morts de 98 à ce jour. Ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer nos morts dans nos quotidiens mémoriels. Génocide. Merci. À présent, nous invitons Monsieur le directeur général du FONAREV à prendre la parole. Monsieur le directeur général du FONAREV, Monsieur Lucien Lundoula, qui a été récemment nommé sur ordonnance présidentielle, une ordonnance donc qui a nommé le membre de cette institution de réparation, Monsieur le directeur général, qui va donc prendre la parole à l'instant pour ce moment des circonstances. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, 2 août 2023, est un jour historique pour notre pays à plus d'un titre. En effet, pour la première fois, la République démocratique du Congo commémore officiellement le Génocide, journée dédiée aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves, ainsi qu'à ceux qui leur ont porté secours. Cette journée a été instituée par l'article 28 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes. En effet, la journée du génocide congolais que nous commémorons en ces jours revêt deux significations. Il s'agit premièrement de marquer la détermination du président de la République et la volonté commune des Congolais de préserver notre mémoire collective en tant que nation réconciliée pour dire tous ensemble « plus jamais ». Deuxièmement, cette commémoration consacre le lancement officiel du Fonds national de réparation des victimes et des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle. Mesdames et Messieurs, la création du FONAREV en tant qu'établissement public a été dictée par l'histoire de notre pays qui a connu plusieurs conflits armés et violences de diverses natures depuis au moins 30 ans. Cette situation a engendré de nombreux crimes graves et nos populations ont subi des atrocités inimaginables. C'est ainsi qu'afin de lutter efficacement contre les violences sexuelles liées au conflit d'une manière structurée, que le gouvernement de la République du Congo et les Nations Unies, à travers la représentante spéciale du secrétaire général chargé de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, avaient signé le 30 mars 2013 un communiqué conjoint et après évaluation en 2016, un addendum y a été joint et signé entre les deux parties en décembre 2019. Le communiqué conjoint recommandait notamment la mise en place d'une loi portant création d'un fonds de réparation au profit des victimes de violences sexuelles liées au conflit
et d'accélérer le processus de mise en place d'une loi pour la protection des victimes. Prenant la mesure de la situation, la République démocratique du Congo a trouvé la meilleure approche de pouvoir rendre les hommages aux victimes conformément à l'article 123 de la Constitution qui prévoit la protection légale des groupes de personnes vulnérables. Le FONAREV est le fruit d'une démarche combinant à la fois la volonté politique du chef de l'État, les plaidoyers des organisations de la société civile, dont les mouvements citoyens ainsi que l'accompagnement de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, en tant que structure de la justice transitionnelle, le FONAREV permettra de promouvoir la réconciliation nationale, condition sine qua non pour la construction d'un État fort, puissant, prospère, soucieux de chaque citoyen et respectueux de l'État de droit ainsi que de droits fondamentaux. Désormais, l'opinion tant nationale qu'internationale retiendra qu'après plusieurs décennies de conflits et de violences de divers ordres, la République démocratique du Congo est enfin dotée d'un cadre normatif, institutionnel pérenne de prise en charge holistique des victimes. Celui-ci se repose sur les 4 piliers de la justice transitionnelle, à savoir l'accès des victimes à la justice, la recherche et la connaissance de la vérité, l'octroi des réparations pour les préjudices qu'elles ont subis et les garanties de non-répétition. C'est donc ici l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, grâce à qui le fonds devient à ce jour une réalité tangible. Excellence, Monsieur le Président de la République, le fonds matérialise votre vision humaniste de notre pays où l'homme est mis au centre de toutes les préoccupations du pouvoir public. Suivant le mot d'ordre, le peuple d'abord, ici entendez les victimes d'abord. À travers vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nos remerciements s'adressent également à la très distinguée Première Dame, Denise Nyakero Tshisekedi, championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, pour son implication personnelle dans tous les processus de la création et de l'opérationnalisation du fonds. Nous exprimons aussi notre gratitude à l'égard de toutes les autres institutions de la République qui ont contribué à l'effectivité du FONAREV en exécution de leur mission constitutionnelle. Il s'agit notamment du Parlement qui a adopté la loi relative et du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui a pris les mesures d'application à temps utiles. Cela dit, permettez-moi de remercier également le ministre des Droits humains pour l'accompagnement tout le long du processus de la création du fonds, le ministère de la Justice, celui du genre, famille et enfants, la présidence de la République à travers la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que les organisations de la société civile chargées de la défense des victimes. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, il convient de noter que le FONAREV ne vient pas supplanter les mécanismes de justice préexistants en faveur des victimes. Il a plutôt la vocation de les compléter ou de les renforcer. À cet égard, le fonds ne prendra en compte que les victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité à partir de 1993, tel que voulu par le législateur, étant donné que cette même année correspond par ailleurs au début de l'intensification des violences multiformes et des conflits armés et des atrocités de masse dans notre pays. En résumé, le fonds est chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation, au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit. Toutefois, les victimes ne devraient pas se limiter à être citées comme étant des chiffres. Elles ne sont pas que de simples statistiques. Et cela ne nous permet pas d'ailleurs de cerner réellement leurs douleurs, ni de les apporter de vraies solutions. Nous voulons adopter une démarche différente,
celle qui consiste à aller au-delà des estimations, à privilégier les évidences, à mettre de visage sur de noms des victimes et à regarder la victime comme un être humain dont il faut prendre soin. Elles sont là. Ils sont là. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos pères, nos frères, nos petites sœurs, nos petites filles, nos petits-fils. Ce sont les enfants du pays que nous n'avons pas pu sécuriser quand ils en avaient besoin. Et quand ils en avaient besoin et qui ont vécu les pires atrocités et dont la douleur a été longtemps ignorée. Par exemple, Foura, elle a été enlevée avec tous les membres de sa famille lors d'une attaque du village de Cagnola au sud Kivu. Se donnant au spectacle, ses bourreaux l'ont violée en présence de son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est là pendant 2 mois. Ils l'ont relâchée que quand elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle est mère d'une fille de 16 ans, née à la suite de ce viol et de cet esclavage sexuel dont elle a été victime. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, je demande à ce que ma jeune sœur Foura, ici présente, se mette debout. Voilà, elle est là. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature suprême, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et du corps diplomatique, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Nous saisissons cette occasion pour remercier le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en notre personne en nous confiant la direction du FONAREV. Nous, sous notre direction, le FONAREV fera tout pour être à la hauteur des attentes de tous nos compatriotes. Nous mesurons à juste titre l'importance de notre travail et l'ampleur de notre responsabilité. Il va de soi que pour la réussite de notre mission, nous avons besoin de la collaboration de tous. À cet effet, le FONAREV a déjà pris soin de rencontrer une partie des victimes ainsi que des organisations de défense et d'aide aux victimes. La direction générale a écouté leurs attentes et leurs besoins. De tels échanges vont certainement se poursuivre. Ainsi, nous pouvons affirmer solennellement que les préoccupations des victimes seront prises en compte dans le plan d'action stratégique quinquennal du FONAREV qui est en cours d'élaboration. Nous ne pouvons pas terminer nos propos sans indiquer que le fonds incarne la solidarité de toute une nation, de tout un pays, qui se mobilise pour offrir aux victimes un secours et leur permettre de connaître la vérité, d'être reconnus, de recouvrer leurs droits, d'obtenir des garanties de non-répétition. Cette solidarité se traduit par la place importante qu'occupent des victimes dans l'écosystème autour du fonds. En cette sombre journée, pour toutes les victimes de la République démocratique du Congo, je demande à tous nos compatriotes de ne pas considérer les questions de justice transitionnelle ou de réparation comme étant un problème exclusif au chef de l'État, du Premier ministre ou des membres de son gouvernement, mais plutôt une question d'urgence nationale, dont la contribution de tout un chacun est impérativement attendue pour instaurer la paix durable. Somme toute, FONAREV est cette lumière d'espoir qui restaure la dignité, le respect, l'humanité et l'humanité des victimes et de leurs ayants droit. Cette lumière d'espoir qui guérit les plaies intérieures. Tel est aussi le vœu des victimes. Dès lors, la RDC, longtemps considérée comme capitale mondiale du viol, à cause de son utilisation comme arme de guerre, devient la capitale mondiale des réparations. FONAREV permet de passer du statut de victime à celui des survivants, plein d'espoir en leur avenir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, son président, son gouvernement, ainsi que le FONAREV,
ses dirigeants et toutes ses victimes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le discours de M. Lucien Lundoula, qui est donc directeur général du FONAREV. Le FONAREV qui désormais sera cet instrument qui sera utilisé pour la justice transitionnelle. Nous allons poursuivre avec le prochain discours, ce sera certainement celui du ministre des Droits Humains. Des Droits Humains pour son allocution. Albert Fabrice Pouella qui va s'avancer pour faire également son discours, lui qui a accompagné le FONAREV dès les premiers instants avec cette loi qui a été conçue par le comité et également discutée à l'Assemblée nationale jusqu'à la promulgation. Albert Fabrice Pouella. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec ma très haute considération, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, très distinguée Première Dame, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le PCA et autres membres du conseil d'administration du FONAREV, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les experts ayant concouru à ce que nous ayons FONAREV aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les victimes de violences basées sur le genre et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Mon ministère, celui des droits humains, vous vous en doutez, a son drapeau en berne en ce jour du 2 août 2023, jour au cours duquel toute la République, au regard de la loi sur les réparations, commémore les sorts, les souffrances, les humiliations, les stigmatisations, les rejets vécus par nos compatriotes, les victimes. Victimes congolaises. Victimes qui le sont simplement parce que habitant un pays, le nôtre, parce que en dessous de leurs pieds, il y a des matières premières. D'où même l'appellation, vous avez suivi, de génocauste. Il est vrai qu'hier, la République démocratique du Congo, notre pays, l'État, a failli à ses obligations de protéger ses ressortissants, nos concitoyens, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. L'État nous ferait défaut pour parler des atrocités des membres de Bundu dia Congo, des Enyélé à l'Équateur, de nos compatriotes de Yumbi, dans les Maïndombe. Que dire de cette nébuleuse de Kamwena Sapo? Du conflit entre les Toa et les Bantous dans les Tanganyika. Les victimes dans la province du Sud Kivu. Toutes ces agglomérations dont on n'avait jamais entendu parler, Tingi Tingi, Makobola, Mwenga, où des femmes avaient été enterrées vivantes. Le Nord Kivu, où se perpètrent encore jusqu'à ce jour des atrocités innommables. L'Ituri, avec ce grave conflit entre les Ema et les Lendu, qui s'engagent. Le temps nous ferait donc défaut pour revenir sur toutes ces atrocités. Il est vrai, je le disais, que l'État avait failli. Et c'est à ce titre que lorsque nous nous sommes retrouvés au mois de juin 2021, quelques jours seulement après
que notre gouvernement ait été investi par l'Assemblée nationale. Plus de 4 ans après les massacres dans ce village de Chisuku, vous vous souvenez de cette vidéo qui a fait le tour du monde avec des militaires loyalistes, vous vous en doutez, qui débarquent dans un village en plein marché et qui ouvrent le feu sur des paisibles citoyens. Plusieurs dizaines de nos compatriotes avaient été fauchés, enterrés dans des fosses communes. Jusqu'à ce jour, les familles continuent à faire le deuil. Grâce au concours de la MONUSCO du bureau conjoint et d'une grande équipe de médecins légistes, certains corps avaient été exhumés et un mausolée avait été construit. Devant cette foule qui pleurait, nous avons pris le courage de nous agenouiller au nom de son Excellence le président, premier citoyen de la République, du Premier ministre, du gouvernement, de toutes les institutions. Nous nous sommes agenouillés pour demander pardon. Oui, ce n'est pas notre régime qui est à la base de ces atrocités. Mais il y a un principe sacro-saint du droit administratif, de la continuité de l'État. Et lorsque nous sommes agenouillés pour demander pardon, tous les Mfumu, les chefs coutumiers, ont fait cercle autour de nous en nous disant: Monsieur le ministre, oui, nous sommes prêts à pardonner, mais il faut réparer. Il faut réparer. Réparer psychologiquement, réparer matériellement, réparer collectivement et individuellement, pourquoi pas. C'est là que nous saluons l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait justement du respect des droits humains son cheval de bataille. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, oui, les droits de ces peuples, y compris de ses victimes. Nous venons de très loin. La justice transitionnelle, de plus en plus, on en parle. Je n'aimerais pas y revenir. Mais à côté des réparations, il y a un besoin plus que grand, c'est celui de la justice. Il faut à tout prix combattre l'impunité. Plusieurs procès ont commencé, sont en cours, mais il est important qu'on lève une bonne fois pour toute l'option pour les genres de justice qu'il faut. Et c'est là qu'avec les experts qui ont travaillé d'arrache-pied au niveau de la commission ad hoc dirigée par M. le DIRCAB et avec l'engagement de la DIRCABA, Madame Professeur Boacha, cette équipe a travaillé d'arrache-pied pour donner l'avant-projet de la loi sur les réparations que nous avons porté devant le Conseil des ministres et présenté devant l'Assemblée nationale. Nous avons cette loi, donc une première dans notre pays et même en Afrique. Une loi sur base de laquelle nous avons les décrets portant création du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes. Oui, une première, c'est vrai, mais cela ne doit pas rester sur papier parce que les générations à venir, et nous suivons même les témoignages poignants, nous n'aurons réussi que lorsque, tant soit peu, nous aurons rencontré les attentes de ces différentes victimes. Attentes qui ne se situent pas seulement sur le plan matériel, mais le fait de faire venir ces victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest, de reconnaître ces statuts, de leur dire que non, nous appartenons à un même pays, le seul que nous puissions avoir, la République démocratique du Congo, avec non seulement un président qui a du cœur, qui est humaniste, mais à ses côtés, nous avons une grande héroïne. C'est pour nous l'occasion de lui rendre hommage, de remercier sa distinguée première dame, qui, dès le début de ce processus, s'est engagée, était avec nous, nuit et jour, avec ses équipes, pour préparer les différents textes que nous avons pour avoir le FONAREV. Le FONAREV, pour l'opinion, non, mais ce n'est qu'un établissement public de plus, budgétivore, ou pour que les gens se retrouvent. Non.
pour faire la différence. FONAREV a à son sein, et dans les conseils d'administration et au comité de gestion, les victimes survivantes. Vous avez vu les deux dames qui venaient pour encadrer ceux qui ont témoigné ici. Elles ont vécu des atrocités innommables. Elles sont au conseil d'administration et au comité de gestion. Nous souhaitons plein succès cet établissement public pour qu'enfin les Congolais et les Congolaises, que les victimes, partout où elles sont, qu'elles aient cet espoir et cette fierté d'appartenir à un pays qui les aime, un pays qui reconnaît leurs droits, le droit de participer au développement de notre pays. Merci à tous ceux qui croient à ce que nous faisons et qui vont continuer à nous accompagner pour la réalisation de ces grands rêves. Parce que le respect des droits humains, si ça reste un idéal pour tous les États, du nord au sud, il est important que cela soit l'implication de tous et de chacun pour que nous nous battions afin que ce qui était hier un rêve devienne de plus en plus une réalité. Que vive la République démocratique du Congo et son vaillant président. Que vive le Fonds national pour la réparation des victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité et la paix. Je vous remercie. Albert Fabrice Pouella, ministre des Droits humains, qui vient de faire son discours. Il a pratiquement retracé tout ce qui se passait depuis la mise en place du comité jusqu'au FONAREV. Nous allons donc à présent prendre certainement le tout dernier discours. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Le président de la République qui va donc prendre la parole pour son discours. Vous le savez, le chef de l'État est depuis un temps nommé champion de la masculinité positive et c'est sa volonté qui a donné lieu au FONAREV. Nous allons écouter le discours du président de la République. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les victimes, Mesdames et Messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour, non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génopost, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie
et de cruauté indescriptible orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. À cet égard, et avant toute chose, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer un moment de recueillement en la mémoire de toutes ces victimes qui se comptent parmi nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et enfants. Merci. Je vous remercie. Fort de cette triste réalité, la cérémonie de ce jour tire donc son fondement des dispositions des articles 2, littéra 1, littéra I et 28 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il en est de même de l'acte que j'ai posé ce matin en compagnie de la Première Dame en exprimant le recueillement de toute la nation en mémoire de nos victimes par le dépôt de la chef de feu. À travers ce geste posé sur ce sol imbibé de sang de nos mères et de nos pères, de nos frères, de nos sœurs, ainsi que de nos enfants meurtris, et sur ce sol qui résonne les cris de détresse de nos filles et de nos mères violées, j'annonce un jour nouveau qui se lève et un espoir qui renaît pour nos victimes. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis plus de 3 décennies, le peuple congolais est victime d'importants conflits armés lui imposés par procuration, à l'occasion desquels des populations civiles ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre et l'affaiblissement de l'État dans le but de l'empêcher d'assurer promptement la protection de son peuple. Cette entreprise macabre se poursuit encore aujourd'hui dans la partie orientale de notre pays, particulièrement au Nord Kivu, dont certains territoires sont actuellement occupés par l'armée du Rwanda, agissant avec l'aide de ses préposés du groupe terroriste du M23. Que des massacres enregistrés, dont ceux perpétrés il y a peu sur les populations civiles et sans défense à Kichiché et dans plusieurs autres localités. Cette barbarie a causé des millions de victimes, nombre bien plus important que ceux connus au cours des siècles derniers, notamment durant les 2 guerres mondiales. Des villages entiers ont été décimés et les quelques vaillantes populations survivantes se sont vues imposer le silence, auquel s'ajoute une soumission systématique à diverses formes de maltraitance et de stigmatisation qui sont aujourd'hui à la base de leur marginalisation. Les bourreaux, eux, assurés de l'impunité totale dans l'indifférence de la communauté universelle des humains, ont continué à se moquer des victimes narguées. Et pire, ont été ces victimes contraintes à l'anonymat par crainte de représailles. Mesdames et messieurs, distingués invités, face au tableau sombre décrit ci-dessus, la nation ne pouvait ni ne devait rester indifférente ou impuissante. C'est ainsi qu'à mon accession à la magistrature suprême, je me suis engagé non seulement à lutter contre l'impunité,
mais aussi à restaurer l'autorité de l'État. Ceci passe par la redynamisation, sinon la reconstruction de notre appareil de défense et de sécurité, de manière à le rendre fort et capable de sécuriser notre peuple et pour que ces actes ne soient plus qu'un lointain et vilain souvenir. Mon engagement était d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement. À cet effet, il y a lieu d'épingler au plan international, notamment la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles, lequel addendum recommande la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. Pour donner effet à cet engagement, réitéré plus d'une fois au cours de mes adresses sur l'état de la nation, dont la dernière remonte à décembre 2022, j'ai promulgué la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes. Dans la même perspective, la création d'un fonds national de réparation pour les victimes, dont je viens de nommer les animateurs, et la signature de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la commission institutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes couronne ces efforts et s'érige en réponse institutionnelle face à ce fléau. Car en promulguant la loi précitée, j'ai engagé la nation non seulement à exprimer nos regrets collectifs pour n'avoir pas assuré à nos concitoyens la protection et la réparation afin de se relever, mais aussi à leur assurer que plus jamais ils ne seront seuls et que leurs bourreaux n'auront pas un sommeil apaisé. C'est dans cette dynamique que j'ai impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus se poursuivra avec les autres piliers, à savoir la justice, la vérité et les garanties de non-répétition. Une politique nationale de justice transitionnelle ainsi qu'un avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre sera adopté dans les tout prochains jours en Conseil des ministres et transmis au Parlement afin de compléter le dispositif de réparation. Aussi, le gouvernement est-il invité à finaliser les mesures d'application de la loi numéro 22/065 susvisée, dont le projet de décret préparé par la commission ad hoc avec la participation des acteurs de la société civile et des partenaires internationaux a été transmis par mon cabinet depuis le 12 mai 2023. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Les nations civilisées qui n'ont cessé d'exprimer leur indignation face à cette barbarie ne peuvent que soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier
et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Il va sans dire que le gouvernement, à travers les ministères des Mines et des Finances, est instruit à doter sans délai ces mécanismes institutionnels des moyens prévus par la loi précitée afin que l'action de réparation soit perceptible par les victimes. Je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme. Je disais donc, je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme social et je prends l'engagement d'y veiller personnellement. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Rodia et à pouvoir fournir à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes. Leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays. Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. Pourtant, le silence sur les violences est un piège dangereux. C'est un poison qui corrompt la société et entrave les efforts de réconciliation et de paix durable. De l'histoire de l'humanité, nous tirons la leçon selon laquelle les territoires ne se développent que par les efforts d'un peuple réconcilié avec lui-même et qui pourra alors, par l'effet de la résilience, se considérer comme acteur et auteur de son développement. Honorable Président,
Journée nationale, les liés au conflit, un message qui vient ici à Public a prononcé un discours de cette telle heure tout au début de la table ronde donc qui a donné naissance à ce comité. Le comité qui a donc mis en place la loi qui a été promulguée il y a quelques mois. Aujourd'hui, on parle de FONAREV. On va poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la très distinguée Première Dame, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Nous prions l'assistance de se lever pour l'hymne national. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, nous sommes donc à la fin de cette cérémonie officielle qui marque donc la première. Il y a un cocktail qui est prévu.